Heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. 23 milliards d'euros d'investissement croisés entre la France et le continent africain. Emmanuel Macron scelle un pacte financier historique. C'est l'annonce phare du sommet Africa Forward 2026 qui a réuni au Kenya plus de 1500 chefs d'entreprise venus de 50 pays. C'est parti pour 5 ans. Yoweri Museveni a officiellement pris ses fonctions ce 12 mai pour un 7e mandat à la tête de l'Ouganda. Nous verrons les images de la prestation des serments et les premières déclarations du chef de l'État. Journée internationale des infirmières. Entre passation du marché et précarité salariale, plus de 80 000 professionnels attendent toujours leur mécanisation. État de lieu d'une profession en quête de dignité dans ce journal. Venon Mosengo s'avance désormais comme le candidat unique pour la présidence de la FECOFA. Plus de détails dans ce journal. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'Ouganda. Yoweri Museveni a été investi officiellement ce mardi 12 mai à Kampala pour un nouveau mandat à la tête du pays. Une cérémonie de prestation de serment à laquelle a pris part le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Sa présence souligne la volonté de renforcer le lien diplomatique sécuritaire entre Kinshasa et Kampala. Sous les applaudissements des milliers d'Ougandais, Yoweri Museveni a juré de servir son pays. Cette cérémonie marque son 7e mandat à la tête de l'Ouganda pour une période de 5 ans. À Kampala pour la clôture de la 9e commission permanente mixte, le président Félix Antoine Tshisekedi a assisté à l'investiture de son homologue Yoweri Museveni. Le président de la République démocratique du Congo est accompagné d'une forte délégation du gouvernement sur place. C'est une véritable task force qui s'est activée et qui a abouti à la signature des 6 mémorandums d'entente de la traque de ZADF au partage des ressources pétrolières. Kinshasa et Kampala accélèrent leur intégration. Le détail avec Arlette Matondo. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie, mais une démonstration de force diplomatique. En se rendant au stade House de Kampala, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, emmène avec lui une partie de son gouvernement. L'objectif est de transformer une relation de voisinage souvent complexe en un partenariat stratégique incontournable. Hier, les 2 chefs d'État ont présidé la signature de 6 mémorandums d'entente, lesquels mémorandums reposent sur l'économie, l'énergie et surtout les infrastructures. C'est dans ce contexte que le projet de la route Kassindi-Beni-Butembo avance, tout comme l'idée d'une gestion commune du pétrole du lac Albert. Le président ougandais Yoweri Museveni, pour sa part, a confirmé que la RDC pourrait désormais s'inviter dans les projets de raffinerie et d'oléoduc ougandais. Seulement, le nerf de cette alliance reste la sécurité. Alors que les forces conjointes FARDC-UPDF traquent les rebelles ADF dans l'Est, les 2 présidents ont renouvelé leur confiance en l'opération Shuja. Dans un contexte régional tendu, l'Ouganda s'affirme comme le partenaire privilégié de Kinshasa. Ce mardi, la présence de Félix Antoine Tshisekedi à l'investiture de Yoweri Museveni pour son nouveau mandat vient de clore cette séquence. Entre une indépendance commerciale croissante, près d'1 milliard de dollars d'échanges et une nécessité sécuritaire partagée, l'axe Kinshasa-Kampala semble plus solide que jamais.
Redéfinir les règles du jeu économique au sommet Africa Forward, le président français Emmanuel Macron a frappé fort en annonçant une mobilisation massive de 23 milliards d'euros, loin de l'aide du développement classique. Ces montants représentent des investissements conjoints portés par des entreprises françaises et africaines. L'objectif est de booster la souveraineté industrielle du continent et créer des champions technologiques de part et d'autre de la Méditerranée. L'ambiance est celle des grands jours dans les travées d'Africa Forward. Derrière les sourires protocolaires, les chiffres donnent le tournis. 23 milliards d'euros, ce n'est pas un don, mais une force de frappe financière destinée à irriguer l'économie réelle. La stratégie repose sur un mix inédit. 15 milliards proviendront du secteur privé français, soutenus par des garanties d'État, tandis que 8 milliards seront mobilisés par des fonds souverains et des investisseurs africains. Les secteurs prioritaires sont déjà fléchés. Il s'agit notamment de la transition énergétique, de la santé, mais surtout de l'innovation numérique. Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc, il n'y a pas la volonté, en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Sur le terrain, plusieurs contrats structurants ont déjà été paraphés, notamment dans le domaine du transport ferroviaire et de l'agritech. Pour les observateurs, ce sommet marque un tournant, celui d'un partenariat gagnant-gagnant qui cherche à contrer l'influence grandissante d'autres puissances mondiales sur le continent. Reste désormais le défi de la mise en œuvre. Ces 23 milliards devront être décaissés d'ici les 3 prochaines années, un calendrier serré pour prouver que les promesses d'Africa Forward ne resteront pas de simples effets d'annonce. Le vent d'épée souffle désormais sur le Grand Bandundu, autrefois divisé par des conflits sanglants. Les communautés Teke et Yaka amorcent une nouvelle ère de cohabitation pacifique. Samedi 9 mai dernier, au stade municipal de Massina, un grand meeting de sensibilisation a eu lieu en présence d'Eliezer Tamboué, ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants. L'heure était au bilan des avancées sécuritaires et à l'hommage aux efforts de paix impulsé par le chef de l'État. Suivez. Jadis en conflit, les communautés Teke et Yaka, dans le Grand Bandundu, peuvent désormais vivre sans aucune frustration. Ainsi, sous un soleil de plomb, s'est tenu ce samedi au stade municipal de Massina un meeting de paix auquel le ministre délégué Eliezer Tamboué Mposhi a répondu présent à l'invitation du parti politique Action commune pour la République afin de fixer l'opinion sur les avancées déjà enregistrées. Devant une marée humaine, le ministre délégué a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les orientations salutaires. Ensuite, le ministre délégué a salué l'encadrement de la première ministre et l'accompagnement de tous les membres du gouvernement. Loin de vouloir verser dans la polémique, Eliezer Tamboué Mposhi a appelé la population venue de plusieurs coins de la capitale à ne pas céder aux manipulations. toza batu moko tokani malamu na musala tozalaki kosala eza na batu misusu ole ya kolobela pepe bango musala na bango kotiaka mo eza boye te bango wana bazalaki koluka ke situation dégénérée pour que badeklare état de siège tozoyoka na malamu nalingi tolola bango toloba bango oza bandoki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mutu ya kimia eza boye te yango alobaki na biso bokende bosolola na bandeko
botalisa bango ke nalingi nayoka ke kimia ezongi bovanda ndenge bato bavandaka eza bote lelo kimia ezongi. Par ce mot, le ministre délégué Eliezer Ntambwe-Mposhi a dès lors salué la collaboration de tous les acteurs impliqués pour le retour de la paix définitive. Profitant de l'occasion, le ministre délégué Eliezer Ntambwe-Mposhi a loué les précisions nécessaires apportées par le président de la République lors de sa récente conférence de presse au sujet de la polémique autour de la Constitution. Très serein, Eliezer Ntambwe-Mposhi pense que le moment n'est pas en... Le ministre délégué a enfin demandé au peuple Teke et Yaka de préserver la paix chèrement retrouvée. Dans sa casquette du représentant du chef de l'État dans ce conflit, Eliezer Ntambwe-Mposhi a souligné la détermination du gouvernement à organiser le retour de tous les déplacés dans le Grand Bandundu. Ce dernier a indiqué que le travail devrait donc se poursuivre avec d'autres services de l'État. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir sauve des vies. C'est le thème mondial choisi cette année pour célébrer ces blouses blanches qui constituent plus de 70% de notre personnel de santé. Seulement en RDC, la célébration a un goût amer. Si la couverture santé universelle repose en grande partie sur leurs épaules, le tableau social, par contre, reste sombre. De nouvelles unités peinent à intégrer la fonction publique. La suite dans condensé réalisé par votre rédaction. Dans les couloirs bondés des hôpitaux de référence, ils sont les premiers arrivés et les derniers partis. En RDC, l'infirmier est souvent le seul recours médical dans les zones reculées. Pourtant, derrière les stéthoscopes, la réalité sociale est brutale. Selon l'Union nationale des infirmiers et des infirmières du Congo, unique en sigle, il serait plus de 80 000 sur l'ensemble du territoire à travailler sans être mécanisés, à priver donc des salaires de base et ne survivant que grâce à des primes locales souvent aléatoires. Au-delà de la rémunération, c'est aussi la question des conditions de travail qui fâche. Manque de matériel de protection, plateau technique obsolète, l'exercice du métier devient un défi quotidien. Le gouvernement, de son côté, affirme multiplier les efforts pour l'alignement progressif des agents à la prime de risque, une promesse qui peine encore à se généraliser sur le terrain. Alors que la République démocratique du Congo ambitionne de transformer son système de santé, le cri de détresse des infirmiers rappelle une urgence, à savoir qu'on ne peut pas soigner la nation si ceux qui prodiguent des soins sont eux-mêmes dans la précarité. Et guerre des mots et des batailles de légitimité entre l'UDPS et Martin Fayoulou face à la presse. Lundi 11 mai, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a vivement réagi aux propos du leader de l'ECD qui affirmait avoir aidé à relancer l'UDPS entre 2007 et 2010. Pour Augustin Kabouya, il s'agit d'un mensonge et d'un manque de respect entre déni histoire et défis populaires sur fond de révision constitutionnelle. La tension monte d'un cran. Le point avec le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Rappelez-vous, en 2012, Fayoulou avait désobéi au mot d'ordre donné par le frère Dr Etienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011 et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, et pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoulou sait dans quelles conditions il était venu à l'IDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Puisque dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoulou n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Et vous devez les retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'IDPS et tous ceux qui ont mené les combats savent de quoi je parle.
mais chercher à tromper les petits peuples, rencontrer les mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays. Là, c'est craché sur la mémoire de feu Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, puisque c'est... Parlons présent sport, c'est peut-être le tournant décisif que les amoureux du ballon auront attendu après 2 mois de transition et d'incertitude. Le tableau des élections à la Fédération congolaise de football association se précise. Un ensemble est désormais faire l'unanimité, celui de Véron Mosengo, actuellement secrétaire général de la CAF. Son profil de technocrate chevronné se dessine comme l'opinion de la candidature unique pour ramasser la sérénité au siège de la FECOFA. Mais qui est Véron Mosengo? Le détail dans ces portraits dressés par Arlette Matondo. Vous savez, le président Tshisekedi a d'autres choses à faire que s'occuper des élections de la Fédération congolaise, même s'il est un grand fan du football du pays. Je profite aussi pour féliciter des Léopards qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer au mois de juin. C'est tentant, c'est un projet intéressant, mais dire que je suis candidat aujourd'hui, je l'ai déclaré nulle part, mais les projets comme tels, ça m'intéresse. C'est l'homme qui murmure à l'oreille du football africain. Véron Mosengo Omba, secrétaire général de la CAF, est devenu en quelques années la pièce maîtresse du renouveau de notre sport continental. Entre rigueur juridique et diplomatie de terrain, il orchestre des grandes mutations de l'instance fêtière depuis le Caire. Loin des costumes cintrés des palais officiels, c'est souvent ici, entre 2 pelouses en chantier et des vestiaires en finition, que l'on retrouve Véron Mosengo Omba. Pour le secrétaire général de la CAF, le football africain ne se gère pas depuis le bureau au Caire, mais au contact de la réalité des infrastructures. Juriste de formation, passé par les couloirs de la FIFA, ce fin tacticien a apporté avec lui une obsession qui est la norme. Sous son impulsion, la Confédération a entamé une mue profonde. Gouvernance, transparence financière et homologation stricte des stades, Mosengo Omba est donc le garant d'une Afrique qui veut jouer dans la cour des grands. Le succès retentissant de la dernière CAN porte sa signature. Infatigable voyageur, il fait le pont entre les fédérations nationales et la vision de Patrice Motsepe. Son défi, transformer le potentiel brut du continent en une industrie d'excellence. Alors que les chantiers se multiplient, du Maroc au Kenya, Véron Mosengo Omba continue de tracer sa route avec une seule boussole, rendre au football africain sa dignité et sa grandeur. Vers un consensus au sommet du football congolais, à l'approche des élections à la FECOFA, le paysage s'éclaircit. Véron Mosengo Omba se dirige vers une candidature unique pour la présidence de la fédération. C'est l'actualité qui fait vibrer les états-majors sportifs. On en parle dans ce journal avec notre invité, l'expert sportif Billy Kinkela, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Daya, bonsoir à tous les téléspectateurs, merci de l'invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce que Véron Mosengo Omba est l'homme de la providence pour sortir notre football de sa transition interminable? Oui, justement Madame, quand vous avez une situation où le football de la RDC se retrouve dans un état, on va dire, très comateux, le football congolais aujourd'hui est comparé à un malade qui est en soins intensifs, et pour cela il faut une thérapie de choc, et une thérapie qui doit être incarnée par une personne. Et au regard de son parcours, de son expérience, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Matondo l'a rappelé tout à l'heure dans son portrait, qu'il sort justement du secrétariat général de la CAF, la Confédération africaine de football. Ce n'est pas n'importe qui arrive à ce niveau-là, c'est le sommet. Et non seulement cela, mais son expertise et surtout son expérience et sa connaissance, mieux sa maîtrise des réalités locales de notre football local. Pour moi, comme beaucoup d'autres Congolais aujourd'hui, ont compris que Véron Mosengo, face à Véron Mosengo, il ne fallait pas aller en guerre. En guerre, bien sûr, en termes d'élection. Parce qu'aucun Congolais à ce niveau, Omar est déjà parti, aucun Congolais à ce niveau n'a autant d'expertise que Véron Mosengo. Donc plus que jamais,
pour nous et pour d'autres Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'homme idéal pour, en tout cas, pouvoir sortir le football congolais de cet état, de ce gouffre et envisager, on va dire, de lendemain meilleur. Parce que regardez, il y a 10-15 ans, quand on parlait de la RDC, on avait peur de nous. À un moment donné, on a occupé le top 3. Mais aujourd'hui, on n'est plus là. Notre championnat est relégué dans le top 15 en Afrique. Pourtant, à un moment donné, on a été dans le top 5. L'équipe nationale de la RDC qui se qualifie aujourd'hui, on s'en réjouit. Mais ne l'oublions pas, ce sont des garçons, nos compatriotes qui sont nés ailleurs, formés ailleurs, qui nous ont permis de nous qualifier. Dans cette équipe-là, il n'y a que 2 ou 3 garçons qui sont venus de Kinshasa, qui ont été formés ici. Donc, il faut tout changer. Et pour cela, Véron Monsengo est en tout cas le candidat parfait, idéal pour occuper ce poste. Et puis, cette question de consensus, qui dit candidature unique, dit souvent absence des débats contradictoires. Est-ce qu'une bonne nouvelle pour la démocratie sportive au sein de la FECOFA ou est-ce un passage de force diplomatique? Non, il n'est pas question d'y aller forcément avec autant de monde. Déjà, il faut rappeler que quand on veut diriger une instance comme la Fédération congolaise de football association, déjà, il faut connaître les règlements, les textes qui régissent le football. Le football est codifié, le football est régi. Je suis désolé pour les autres candidats qui ont eu des ambitions de gérer la FECOFA sans cette maîtrise-là. Vous savez, vous vous êtes retrouvés avec des gens. Je prends le cas de notre compatriote Chabani Monda, qui nous amène une liste avec des gens non habitués, non connus des rouages sportifs et par conséquent, pas de CV sportif. Déjà, il faut rappeler aux gens qui nous suivent et que si, même si la tête d'affiche est un autre, si un seul membre de la liste, parce qu'il fallait présenter une liste avec 15 personnes, si un seul membre n'est pas un ordre, c'est-à-dire pas de CV, pas de maîtrise du rouage, la liste va être écartée. Donc, au finish, on se retrouvait comme ça, avec des candidats qui ne le fallait pas. Et la preuve est qu'ils ont compris que face à Véron Monsengo, je l'ai rappelé tout à l'heure, il ne fallait pas aller s'humilier, se faire humilier. Parce que Véron a l'expertise, on a vu hier lors de la présentation de son programme, on sent que c'est un homme dans son élément. 11 axes précis, détaillés pour développer le football congolais. Alors qu'aucun des challenges à l'époque, de ses concurrents à l'époque, n'avait présenté un programme aussi cohérent. Donc, la candidature unique, c'est justement pour dire qu'il est le seul à maîtriser l'écosystème du football, parce qu'il ne suffit pas, par exemple, d'avoir tapé sur un ballon. Il ne suffit pas d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale, mais il faut avoir une vision et un projet. Et seul Véron Monsengo, dès le dépôt de la candidature, seul lui avait présenté clairement et de façon cohérente sa vision pour le football congolais. Et de ce point de vue-là, on ne peut que féliciter ces compatriotes-là qui ont compris qu'il ne fallait pas s'hasarder. Il y en a qui se sont retirés, tant mieux pour eux. Le 20 mai, Véron Monsengo sera élu président, soit-il candidat unique, sera élu président du football congolais parce qu'il incarne une vision claire pour notre football. Une autre question, et si Véron Monsengo est élu, quel doit être son premier grand champ, selon vous, la restructuration de la Linafoot, la formation de jeunes ou la rénovation des infrastructures? Et il a dit, il était clair hier lors de la présentation de son programme, ces chantiers sont énormes, mais il va d'abord commencer par la formation. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, nos talents ne savent plus éclore faute de formation. Il faut former le talent et pour cela, il faut commencer par former les encadreurs, les éducateurs sportifs qui vont à leur tour aller répercuter cette formation à la base. Mais il faut s'occuper également de l'arbitrage qui est un des gros chantiers de notre football. Aujourd'hui, les arbitres congolais sont pour beaucoup à la base des désordres que l'on connaît dans le stade. Ce qui fait que les gens ne savent plus aller au stade parce qu'il y aura désordre, parce qu'il y aura désordre et les équipes et surtout certains supporters vont se méconduire, ce qui fait que le public a déserté nos stades. Donc, s'occuper de l'arbitrage. Les arbitres, l'arbitrage congolais va se professionnaliser. Mais les équipes nationales, et oui, les équipes nationales, il faut qu'il y ait, on va dire, une traçabilité, il faut qu'il y ait une hiérarchisation au niveau des équipes nationales. Un jeune qui quitte l'équipe nationale de U15, U17, U20, ainsi de suite, et qui va devenir professionnel. Ça fera que dans 3 ans, on va avoir une équipe nationale très très forte qui pourra, pourquoi pas, aller gagner la CAN, qu'on n'a plus gagné depuis 1974, vous le savez. Et puis l'autre chantier, il a dit, c'est également la professionnalisation. Il faut que nos championnats, aujourd'hui, la Linafoot, avec autant de clubs,
c'est le seul championnat au monde où vous avez 80 clubs, championnat d'élite, avec 80 clubs. C'est inimaginable. Donc, Véro Monsengo a promis, en tout cas, de restructurer nos équipes, nos clubs, mais également nos championnats, notamment la Ligue Foot, la Ligue 2, la Ligue 1, Ligue 2, et puis la Coupe du Congo, qui vont devenir vraiment des championnats très professionnels. Et la dernière question, M. Billy Kinkela, concrètement pour le supporter congolais, qu'est-ce que cela change? Ça va changer que notre football, que nous aimons va reprendre son aura. Parce que, ne l'oublions pas, nous sommes la première équipe noire à participer à une Coupe du Monde. Et depuis, il fallait attendre 52 ans après. Donc on va avoir un football qui va rayonner sur le plan continental et évidemment qui va aller titiller les grandes nations au niveau du monde. Mais pour cela, il faut mettre les bases nécessaires. Et Véro Monsengo est là justement avec toute son équipe, Amadou Diaby qui a un nombre de contacts avec un carnet d'adresses très fourni, Idaroni, Lolo Monsango, des vertébrés, une équipe forte pour accompagner Véro Monsengo dans son projet à développer notre football. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier l'expert Billy Kinkela. C'est dans ces cadres que nous vous avons réussi dans ce journal. C'est moi qui vous remercie, madame. Encore une fois, merci de l'invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. En tout cas, merci beaucoup. Voilà tout pour ce journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. L'actualité continue sur Ecopolis Télévision et sur YouTube. Au revoir.